Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du problème, peut-être un problème de l'électricité en France, en Europe, via le véhicule électrique. Est-ce que la voiture électrique est finalement, nous met dans une impasse technologique? On sait qu'il y a peut-être des problèmes de blackout cet hiver. Est-ce qu'on va être obligé de couper nos chauffages? Est-ce que la voiture électrique est un problème supplémentaire? Mais tout d'abord, je sais que vous êtes très nombreux à vous passionner pour ces sujets et à regarder mes vidéos, mais pourtant vous êtes environ 80% à ne pas être abonnés. Alors merci de cliquer sur le lien juste en dessous et n'oubliez pas de faire retentir la cloche. Merci encore et maintenant retour à l'épisode du jour. Pour en parler, je suis avec Laurent Schmitt de Décibel. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On va pouvoir, discuter justement de tous ces problèmes. On a vu il y a quelques jours que la Californie, qui est pourtant un État très pro voiture électrique, annonce, des restrictions sur la charge de la voiture électrique. Est-ce que donc la voiture électrique ne nous met pas dans une impasse technologique et énergétique en cet hiver qui va approcher? Alors non, pas du tout, au contraire. Je pense que les gens confondent beaucoup de choses. Effectivement, il faut faire attention de ne pas charger au moment des périodes de pointe. On sait qu'en Europe, on va avoir des périodes de pointe complexes cet hiver, avec éventuellement des coupures tournantes, des petits blackouts à l'échelle des particuliers, mais ça va concerner que quelques heures par jour, le matin et le soir. Et donc là, effectivement, c'est assez logique d'éviter de charger dans ces périodes-là pour essayer de minimiser la contrainte sur le réseau électrique. On va parler de quelques heures par jour, et donc le reste du temps, il y a suffisamment d'énergie dans le système, heureusement, pour charger le véhicule. Donc, les communiqués de presse qui sont faits actuellement, c'est de ne pas charger pendant les heures de pointe. Ceux qui parlent d'autre chose ne comprennent pas forcément la logique électrotechnique du système électrique. Il y a un deuxième élément, je pense, qui est intéressant et qu'on retrouve de plus en plus dans les articles, c'est est-ce que c'est économiquement viable d'avoir un véhicule électrique au prix actuel de l'électricité. Ça, c'est un point intéressant parce qu'il y a des études très documentées sur le sujet en Angleterre dans le cadre de l'augmentation tarifaire significative qui a eu lieu depuis un an, hein, puisque la dernière augmentation du tarif est de 80%, qui a été faite je crois, la semaine dernière. Et effectivement, on commence à atteindre des tarifs où, si on s'alimente à partir du réseau, ça devient, je dirais, aussi cher de conduire un véhicule électrique que de conduire un véhicule thermique. Alors, il y Mmh. a toujours un si, c'est si on s'alimente avec l'électricité du réseau. Et donc, on oublie toujours avec un véhicule électrique, moi qui en ai deux, je sais très bien que le gros avantage du véhicule électrique, c'est qu'on peut précisément capter l'énergie renouvelable quand elle est disponible, faire en sorte qu'on la consomme en priorité à partir du moment où on a les bons signaux pour la consommer, et en particulier l'énergie photovoltaïque qu'on autoconsomme. Et donc là, effectivement, bien rappeler aux gens qui nous écoutent que de l'électricité photovoltaïque, quand on a ses propres panneaux, finalement, c'est une manière de s'assurer d'un coût du kilowattheure qui est fixe pour les 25 ans qui viennent, qui se situe aux alentours de 12-14 centimes par kilowattheure, qui est très économique par rapport au prix actuel de l'électricité en Angleterre, qui est au-delà de 60 centimes du kilowattheure. Donc, pour un conducteur qui a la chance d'avoir une maison et qui peut mettre des panneaux, il faut foncer. C'est le moment, c'est une manière de garantir non seulement la propreté de la charge, s'assurer qu'on charge avec du vrai renouvelable, mais aussi garantir la stabilité du prix parce que, bon, pour le moment en France, on est protégé par le bouclier tarifaire, mais on sait très bien, quand on écoute le gouvernement, que ce ne sera pas possible de le prolonger après janvier. Et donc, il va y avoir nécessairement une augmentation de l'électricité qui, je le rappelle, a augmenté en moyenne de 54% dans les pays européens. Nous, on a connu jusqu'à présent moins de 5%. Donc, on voit qu'il va se passer quelque chose début de l'hiver. Donc, il faut commencer, de mon point de vue, à se préparer. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir du photovoltaïque encore, commencer à y réfléchir plus sérieusement. On va revenir après sur, Décibel et sur ce que propose, l'entreprise pour pouvoir, capter cette énergie photovoltaïque chez soi et la mettre directement dans sa voiture et toutes les applications qui vont arriver après et même l'utiliser après dans la maison avec véhicule to grid, véhicule to home. Mais, je voulais revenir sur cette histoire de production d'énergie et sur la disponibilité de l'énergie et de la voiture électrique. Est-ce que, à ton avis, oui ou non, on va aller vers, des restrictions aussi en France en nous disant: «Vous chargez pas vos voitures électriques». Est-ce que ça va être une contrainte d'avoir une voiture électrique en France par rapport à nos problèmes d'alimentation en énergie en France et en Europe? Je pense que oui, simplement parce qu'il y a la guerre en Ukraine et donc c'est difficile
de s'alimenter en gaz en Europe. Donc, les centrales à gaz qui fournissent de l'électricité en pointe potentiellement vont être contraintes de ce point de vue-là. Et malheureusement, cette année, on a un parc nucléaire qui produit très peu d'électricité par rapport à ce qu'il devrait, moins de 50%. Et donc, on va nécessairement à la pointe cet hiver, en fonction de la hauteur de cette pointe, entre guillemets, c'est-à-dire quelle température il va faire, autrement dit, quelle est la quantité de chauffage électrique qu'on va utiliser dans les maisons, on risque de se retrouver confronté à des scénarios de délestage tournant. Et donc, effectivement, des scénarios où on ne pourra pas charger pendant quelques heures. Mais encore une fois, il ne faut pas prendre ça comme une évolution dramatique. Je pense que quand on a un véhicule électrique, on a plus d'une semaine de battement pour décider quand est-ce qu'on charge. Et donc, ce n'est pas 2 heures par-ci, par-là qui va remettre en cause la manière, de mon point de vue, dont on utilise ce véhicule. Oui, parce que justement, j'étais en train de penser, moi, ma voiture électrique, je ne la charge jamais à heure pleine. Déjà, j'ai un contrat à heure pleine, heure creuse. Jamais, je crois, en 10 ans de voiture électrique, je n'ai jamais chargé ma voiture entre 19 h et 21 h. Est-ce que, du coup, la voiture électrique n'est pas une opportunité de délestage, puisqu'on avait discuté la dernière fois dans la dernière vidéo, possibilité de décaler certaines consommations à d'autres heures. C'est difficile de décaler l'heure du repas, c'est difficile de ne pas mettre le chauffage quand on rentre chez soi. Mais la voiture électrique, est-ce que du coup, c'est dans l'autre sens, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour le réseau en disant moi je charge à 3 h du matin, 4 h du matin, peu importe, c'est ultra pilotable pour le coup, non? Absolument. Donc, la majeure partie des propriétaires de véhicules électriques font comme toi, c'est-à-dire qu'ils ont un tarif heure pleine, heure creuse, voire super creux. Mmh. Et donc, effectivement, il y a déjà une incitation pour éviter les pics du matin et du soir. Quand on lit les études qui sont faites, un autre critère, c'est aussi la disponibilité ou non d'éolien pendant ces périodes-là. Donc, on voit qu'au-delà de ce signal prix, il y a aussi un signal prix potentiellement lié à la disponibilité d'énergie renouvelable dans le réseau. Donc, ça pourrait être un signal prix supplémentaire. Mais pour moi, si je prends une image très simple, un véhicule électrique dont on pilote la charge, c'est comme un aspirateur à énergie renouvelable dans le réseau, c'est-à-dire dès lors que cette énergie est disponible, et d'autant plus quand elle est en surplus, c'est-à-dire quand l'énergie devient moins chère, ça a un intérêt parce qu'on est capable de la stocker et de la réutiliser ensuite pour l'usage de son véhicule. Donc, le mix finalement renouvelable véhicule électrique est absolument parfait pour le réseau dès lors que la charge est pilotée, et en particulier si elle est pilotée de manière bidirectionnelle, puisqu'à ce moment-là, le véhicule est capable de rendre l'électricité dans les périodes de pointe au réseau électrique. OK. Donc, on passe de attention, votre voiture électrique est une menace pour le réseau. Elle pourrait potentiellement faire sauter les plombs d'une partie de la France ou de l'Europe si tous les possesseurs de voitures électriques se branchaient en même temps. Si tout le monde se branche à ne serait-ce que 6 kilowatts, des millions de voitures, ça pourrait faire sauter le réseau. Mais du coup, tu es en train de me dire qu'il y aurait une opportunité pour le réseau si on charge à certains moments bien précis. Et si avec la bidirectionnalité, ce que va proposer Decibel, on va en parler après, heu, permet justement de renvoyer au moment critique l'électricité chargée quelques heures plus tôt, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et donc, ça revient à développer des nouvelles offres dites de flexibilité. C'est le terme technique qui est employé par les opérateurs de réseau pour permettre d'utiliser cette flexibilité disponible à tout instant pour finalement échanger l'énergie dans une période qui est optimale pour le réseau électrique. Donc, dans le cadre de Decibel, effectivement, on est dans une logique où on va chercher à développer des partenariats avec ces agrégateurs de flexibilité ou d'effacement pour être capable de positionner au mieux non seulement l'énergie qu'on consomme à un instant donné en fonction de la disponibilité du renouvelable, mais aussi éventuellement des périodes plus tendues dans le système électrique, périodes de pointe en particulier. Donc ça, c'est un système qui intéresse Enedis, RTE, comment ils voient ça? Donc, les opérateurs de réseau aujourd'hui sont à la recherche de tous les moyens possibles et imaginables pour faire de la flexibilité, non seulement pour le court terme, pour cet hiver, mais aussi pour le moyen long terme. Quand on regarde les objectifs affichés par, on va dire, les pays européens à un horizon 2030, c'est une accélération significative de l'intégration du renouvelable, multipliée par 4. Donc, un besoin de flexibilité dans le système électrique multiplié par 4 aussi. Donc, il y a un environnement qui pousse à chercher des nouveaux montages
de gestion de flexibilité. Et donc, dans le cadre de nos activités de préparation de lancement de produits, on a énormément d'interactions avec les opérateurs de réseau, les énergéticiens. Et effectivement, ce sont des acteurs qui écoutent d'une oreille particulièrement attentive les bénéfices du véhicule to home, véhicule to grid, et finalement discutent d'un partage de valeur entre les gains que ça représente pour le système dans son ensemble et ce que peut amener une batterie sur roue comme un véhicule électrique. Oui, parce que ces gens-là, j'ai envie de dire, ils sont agnostiques de où provient l'électricité. Qu'elle vienne, du solaire, du Absolument. nucléaire, du renouvelable, du charbon. Eux, ce qui les intéresse, c'est pas faire sauter les plombs et de faire en sorte que le réseau soit alimenté correctement, quoi. Donc, ils font deux choses principalement. Un, c'est d'équilibrer le système électrique, donc avec cette flexibilité, faire en sorte qu'à tout instant, il y ait autant de production que de consommation. Et la deuxième chose, c'est de gérer les congestions dans le système électrique. Et donc, pour ces deux raisons, ils recherchent des leviers de flexibilité. Et jusqu'à présent, en France, c'était beaucoup le chauffage électrique. Et on se tourne de plus en plus vers le sujet de la charge intelligente et de la charge bidirectionnelle des véhicules électriques. Donc, au plus il y aura de voitures électriques sur le marché, au plus tu penses qu'il sera impératif, nécessaire, impératif d'avoir de la recharge intelligente. On va plus être là: «J'ai ma voiture électrique et je la branche à l'heure que je veux, comme je veux». On va aller vers, quelque chose de plus automatisé, qui viendra peut-être vers le haut, qui chapeautera tout ça? Est-ce que ça va être Alors, une privation de liberté? Alors, au final, ce serait une incitation économique de mon point de vue. Au final, les chargeurs, les gens qui utiliseront un véhicule électrique auront un certain besoin de charge. Mmh. Et finalement, ils auront un environnement économique qui leur donneront des incitations, hein, par exemple la tarification en pleine heure creuse, mais éventuellement des signaux économiques de type effacement, qui les inciteront, entre guillemets, à se charger à d'autres périodes. Dans la logique de décibels, on donnera toujours la main à l'usager, c'est-à-dire qu'à tout moment, l'usager pourra dire « Stop, on arrête l'optimisation économique, il me faut ma charge tout de suite pour partir dans 2 heures, le plus rapidement possible ». Et donc, ce sera au final toujours le client qui décidera de sa stratégie. Par contre, ça aura un impact économique assez majeur, de plus en plus L'i important, étant donné l'évolution du cours actuel de l'électricité. L'idée, c'est d'être, rémunéré d'une manière ou d'une autre pour aider le réseau comme ça? C'est où ça va être gratuit ou une obligation? Non, c'est vraiment ça, c'est d'aider, de rémunérer pour un effort qui est consenti, un effort de dire, bon, ben, je ne charge pas maintenant tout de suite et je suis prêt à laisser finalement mon véhicule ou mon agrégateur d'effacement décider que je charge entre maintenant et demain matin 10 heures. Et donc là, on donne une flexibilité en échange de quoi finalement l'utilisateur sera rémunéré pour ce service de flexibilité. D'accord, et est-ce que ça va pas à l'encontre de l'utilisation de la voiture électrique par rapport au cycle de charge et de décharge? Si on s'amuse à tous les jours à vider, à recharger sa batterie pour la donner au réseau, est-ce qu'on va pas flinguer sa voiture plus tôt et qu'au bout d'un an, on pourra faire que 50 kilomètres? L'idée, c'est pas de faire 50 cycles de décharge et de recharge par jour, mais de rester sur des nombres de cycles qui sont de 1 à 2 maximum, OK. d'augmenter la profondeur du cycle. Et donc, en fait, quand on discute aujourd'hui avec les fabricants de véhicules électriques, on s'aperçoit que finalement, une batterie, ça n'aime pas aller dans des cycles très profonds, mais ça n'aime pas non plus rester à rien faire, entre guillemets. Et donc, Mmh. finalement, les discussions qu'on a à ce jour montrent que la charge bidirectionnelle a au moins un impact neutre, voire plutôt bénéfique sur l'usure de la batterie. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un impact du deuxième ordre, parce qu'en termes de puissance, hein, on parle d'une puissance qui est aux alentours de 10 kilowatts. Ça n'a rien à voir avec la puissance qui est appelée dans une batterie quand on accélère, qui se situe tout de suite entre 50, 100, voire 150 kilowatts en fonction de la puissance du véhicule. En sortie de péage avec une Tesla Performance, c'est un peu plus que 10 kilowatts, je crois. Il me semble. OK. Dis-moi, quand est-ce que ça va être disponible ça? Parce que pour cet hiver, ça risque d'être un petit peu difficile de faire ces optimisations, tout ça. On parle de quel horizon? 2030, 2040? C'est quand? Non, non. Donc, je m'étais engagé dans la dernière interview d'être là plus tôt et effectivement, je dois reconnaître qu'on est en retard. C'est un produit qui est compliqué, qui est complexe parce qu'on veut combiner l'innovation de la conversion
courant continu direct solaire, éventuellement la possibilité de rajouter une J'ai reçu batterie. beaucoup de messages concernant la dernière Et interview. Quand est-ce qu'on aura des donc, news? Où est-ce que ça le en est? produit, on le sait, est très attractif et on a déjà pas mal de réservations sur notre site web et merci à toi pour ça. La difficulté, c'est que finalement, nos tests de certification ont montré, on va dire, un certain nombre de jeux de tests qui sont simplement pas passés parce qu'on s'aperçoit aussi que c'est un équipement qui a des contraintes de sécurité qui sont assez importantes, puisqu'il y a de la puissance derrière en lien avec la puissance d'une installation dans une maison. Et donc, on repasse dans une nouvelle vague de tests dans les semaines qui viennent, avec pour objectif de déployer nos premières unités en Californie d'ici la fin de l'année. Bonne nouvelle, on a été choisi dans un beau projet avec PG&E en Californie pour en déployer jusqu'à 2000 unités. Donc, ça va nous permettre de démarrer la fabrication. Et immédiatement après, on va se précipiter en Angleterre et en France, comme je l'avais dit. Et là, on parle on l'espère, Q1, Q2 l'année prochaine. On ne recule pas, on avance. Chaque jour est un jour gagné dans toutes ces étapes de R&D de certification. La situation du Covid, d'approvisionnement de matériel, etc., aujourd'hui est telle qu'il y a beaucoup de supply chain, notamment dans le domaine du solaire, qui sont comme nous avec des retards de plus de 6 mois. Donc, on tient le cap, on va y arriver et ça va venir début d'année prochaine, je pense. Et une fois que ça arrivera, quel va être le rythme de croissance espéré? Parce qu'il va y avoir des centaines de milliers de voitures électriques qui sont déjà sur les routes, beaucoup plus à venir. Il va falloir pouvoir suivre tout ça. Alors, la première étape l'année prochaine, ça va être de mettre en marché le produit avec nos early adopters, donc les gens qui ont vraiment manifesté un fort intérêt pour le produit. Et encore une fois, on les en remercie. On est en train de les sélectionner pour être sûr qu'ils ont des contraintes, des caractéristiques, pas des contraintes d'usage qui sont bien en ligne avec la V1 du produit. Et ensuite, dès lors qu'on aura atteint une première phase de validation avec des vrais clients, donc on va dire jusqu'à 50 unités, on l'espère milieu d'année prochaine. Là, on va démarrer avec des plus grandes séries, donc on espère atteindre 2000 à 3000, on va dire au niveau mondial début 2024. Et puis après, on a la chance de voir que le produit est très attractif aussi côté fabricant de véhicules électriques. Donc, on a énormément de discussions pour des partenariats potentiels de ce côté-là aussi. Donc, on espère 2025, 2026 monter à 100 000 et assez rapidement 1 million d'unités, en sachant que la bidirectionnalité de la charge, on voit, elle est annoncée à peu près dans la plupart des constructeurs de véhicules électriques, sauf notre constructeur préféré Tesla, mais à un moment donné, si le marché montre toute cette ambition, on peut espérer que Elon Musk ouvrira aussi ses oreilles sur le sujet. Par rapport à la sortie de la station Décibel, il va y avoir aussi tout un aspect logiciel qui est développé derrière. C'est pas que le hard, il y a le software aussi. Vous en êtes où par rapport à ça? Effectivement, donc c'est un bon point. On a parlé dans la première partie de l'interview de la complexité d'optimisation du coût de la charge. Dans un environnement, la tarification sera liée en partie à la valeur de l'énergie du réseau, à la disponibilité du solaire en autoconsommation, mais aussi éventuellement à des incitations de flexibilité et une tarification de cette flexibilité. Donc, il faut absolument par-dessus des chargeurs comme Décibel, une couche d'optimisation temps réel qui sache à tout moment prendre la décision pour l'usager et faire en sorte que l'usager n'ait pas toutes les heures derrière son décibel à réfléchir comment optimiser cette charge. Et l'intégralité de cette optimisation est faite de manière transparente pour l'utilisateur. Donc ça veut dire on a lancé notre plateforme qui s'appelle Chorus, qui est une plateforme de gestion énergétique résidentielle dans le cloud. Et là, on a pour objectif d'y mettre, bien évidemment, notre station énergétique résidentielle, mais aussi tout ce qui peut tourner autour de l'énergie dans une maison, la pompe à chaleur en particulier, qui est un point de consommation significatif, des radiateurs électriques intelligents, et progressivement, finalement, tout ce qui a un impact significatif sur la facture d'une maison. On parlait aussi la dernière fois d'une batterie supplémentaire, éventuellement, pour avoir une batterie de stockage. La batterie supplémentaire est une option, absolument. La batterie supplémentaire est une option intégrée directement dans Décibel. Donc là, l'idée, c'est si on s'aperçoit qu'il y a un propriétaire de véhicule
qui est capable de faire de la charge bidirectionnelle n'est pas suffisamment disponible chez lui pour autoconsommer tout son solaire, on va automatiser un certain nombre de calculs économiques et on lui proposera des batteries sous forme de service, simplement pour maximiser le profit qu'il est capable de faire à partir de son installation solaire. Donc l'idée qu'on a, c'est de ne pas forcer l'installation de batteries dans les maisons. C'est dommage si on a un véhicule, en particulier si on a du véhicule, mais par contre d'offrir un service qui permette de manière continue aux usagers de réfléchir et de bien optimiser leur charge en fonction des nouveaux équipements qui leur sont offerts autour. Donc, quand on passera par exemple d'une chaudière à gaz à une pompe à chaleur, évidemment, la logique d'autoconsommation solaire va être aussi complètement différente. Donc c'est typiquement ce type d'expérience client, de parcours client qu'on souhaite optimiser à partir des données qu'on connecte avec le consentement de l'utilisateur de la station énergétique résidentielle. Donc, c'est cette couche, cette plateforme logicielle qu'on vient de lancer et dans laquelle on cherche un certain nombre de partenaires technologiques sur des équipements de la maison. Il y a une chose que j'essaye de comprendre. Le problème de l'énergie, comme on l'a vu, c'est pas un problème qui va être résolu certainement cet hiver. Pour cet hiver, c'est cuit. Peut-être que ça va durer les hivers prochains, on ne sait pas trop. Mettons que l'année prochaine, j'ai un décibel, j'ai mon installation photovoltaïque et comme les Alpes-Maritimes, on est en bout de ligne, bam, coupure. Qu'est-ce qui se passe? Alors, très bonne question. Donc, effectivement, un des gros avantages de la technologie qu'on utilise, c'est une technologie qui sait faire la distinction entre le moment où le décibel est connecté au réseau et le moment où on est isolé. Et en cas d'isolement, et c'est bien ça qu'on va tester comme fonctionnalité en Californie, dans le cas des feux de forêt, en cas d'isolement, le décibel est capable de reprendre intégralement la fourniture de l'électricité dans la maison, et ce, pendant la durée de l'énergie disponible dans la batterie du véhicule. Donc évidemment, il y aura des marges de sécurité. On ne va pas complètement vider un véhicule, mais quand on regarde la taille actuelle des batteries, on va dire 80 à 100, 120 kWh, ça va être assez facile, on va dire, de rester dans une gamme située entre 100% et typiquement 40% de la charge. Et de maintenir, on va dire, une alimentation dans la maison pendant, si on ne chauffe pas fortement, pendant au moins une dizaine d'heures. Donc, ça va amener un vrai système de secours, en particulier en cas de délestage tournant, et une vraie indépendance énergétique de ce point de vue-là, au-delà du fait qu'on autoconsommera et on maximisera vraiment l'usage de son autoconsommation pour des raisons économiques. D'autant que j'imagine que le décibel nous avertira qu'on est en période de coupure et du coup, ce ne sera pas le moment de faire, la grosse fiesta, d'allumer tous les Tout à radiateurs et fait, la pompe à tout à piscine et fait, tout ça, quoi. Ça sera un moment où on saura qu'il faudra faire attention, tout à fait, et donc on fera marcher l'essentiel peut-être à ce moment-là, mais au moins on aura du courant quand même, un tout à minimum. fait. Après, Et c'est la aux gens veille, d'arriver à se gérer. absolument. Et la veille, on va dire, on recevra l'alerte de l'opérateur de réseau, parce qu'on va voir cet hiver, probablement l'opérateur de réseau nous dira la veille, attention, demain matin, ça va être difficile. Ah, Ben, pendant la nuit, on pourra même surcharger, entre guillemets, ouais. le véhicule pour être prêt en cas de période difficile le lendemain, un petit peu comme fait Tesla dans les périodes d'ouragan au Texas. Donc ça c'est des fonctionnalités qui sont tout à fait possibles. L'automatisation de cette charge permet justement plein de cas d'usage vraiment intéressants de ce point de vue-là. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, on en avait parlé quand on parlait de Bari, on sait à l'avance quels vont être plus ou moins les tarifs, la demande et tout ça. Donc, on Donc sait quand l'opérateur de même réseau, il le sait prévoir. exactement. Voilà. L'opérateur sait exactement Il si se demain dit pas: matin, «Ah mince, ah j'ai pas assez de courant, tac, je disjoncte, un département». Ils non, savent plus ou moins ce qui va se passer. ils savent anticiper 12 heures à l'avance qu'il va y avoir une D'accord. difficulté sur la base des données météo, sur la base des prévisions d'énergie renouvelable dans le système électrique, la disponibilité nucléaire. À partir de Mmh. ça, on va dire 6 à 8 heures à l'avance, ils commencent à avoir une vision très claire de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est pour D'accord. ça qu'ils cherchent à relancer les fameux contrats EJP, parce que c'est une manière en fait d'informer les gens et de leur dire demain, minimisez absolument votre consommation et de leur fournir une incitation économique pour le faire, plutôt que des appels à de la sobriété, on va dire, gratuite. Là, on parle
du décibel avec des gens qui ont, la chance de pouvoir, avoir déjà une voiture électrique, de pouvoir, avoir peut-être une maison ou un toit pour pouvoir se mettre des panneaux solaires, et qui bénéficieraient justement de tous ces services. J'aime pas le terme, mais on va dire, c'est un problème et une solution de riche, OK? Heu, Celui qui n'a pas la chance d'avoir ça, qui est en appartement ou qui a moins de moyens, est-ce que lui, il va payer plein pot? Est-ce que le riche va payer moins cher grâce à sa possibilité d'avoir un décibel et du photovoltaïque? Est-ce qu'on va pas aller encore à 2 vitesses? Alors, il va y avoir des évolutions réglementaires qui permettront de faire un certain nombre de choses dans le cadre de copropriété. Donc, dans le cadre il y a énormément de discussions actuellement sur le développement de communautés d'autoconsommation, dans lequel, à l'échelle d'un bâtiment, là, qui est plus un bâtiment type appartement, il y aura Mmh. la possibilité de partager typiquement l'énergie solaire qui est sur le toit du bâtiment Ah, avec, avec des chargeurs qu'il y a dans le sous-sol, en particulier si Enedis reprend, on va dire, les colonnes montantes dans les bâtiments et installe des Linky dans le bâtiment, il y aura moyen d'installer à ce moment-là un décibel dans le garage et de partager l'énergie de la voiture avec l'autoconsommation de la collectivité et avec, on va dire, du partage d'électricité peer-to-peer. Donc ça, c'est parce vraiment… qu'aujourd'hui, c'est très difficile quand tu as une copropriété, un toit plat. Ici, j'en vois partout, tout autour de chez moi. Toit plat, plein soleil, il y a pas de panneaux solaires et les rares qui veulent demander ça en AG, stop, Ouais, ça n'aboutit pas. c'est compliqué parce il y a le sujet du risque pour la copropriété, pour l'AG, effectivement. Mais je pense que les prochains décrets qui vont permettre potentiellement à rendre la colonne montante dans les appartements à Enedis et à équiper, on va dire, les parkings avec des Linky va permettre et ouvrir des nouvelles opportunités pour ces propriétaires d'appartements parce que ça leur permettra d'associer, on va dire, une prise qu'il y a dans leur garage avec leur propre compteur de consommation individuelle et éventuellement avec un troisième compteur qui est le compteur du photovoltaïque qui est sur le toit, voire dans une communauté plus globale où le compteur pourrait être sur un supermarché à proximité, etc. Donc, on travaille, on regarde. La commission a lancé beaucoup de travaux pilotes sur ce sujet-là. Et nous, on est persuadés que dans un horizon de 3 à 5 ans, ça va être des modèles qui vont émerger, donc pour permettre, on va dire, un nouveau modèle de socialisation de l'énergie à l'échelle du quartier. Ah oui, là, si on arrive à toucher les copropriétés, leur donner une incitation à installer du photovoltaïque, on touche des millions de logements là, à ce moment-là. Donc, l'idée, c'est effectivement de passer à l'échelle sur des millions de logements derrière. On n'y est pas encore, hein. La première étape, c'est on va dire, de démontrer le bénéfice de la charge bidirectionnelle dans une maison. C'est quand même plus simple, hein, parce que le propriétaire, en général, celui qui paye la facture. Et Mmh. effectivement, dans le cadre d'une copropriété, c'est plus compliqué. Il y a les notions de charge de copropriété, etc. Mais il y a un cadre réglementaire qui est en train d'évoluer sur ce sujet-là. Et tu penses que ce type d'évolution dont on est en train de parler pourra à terme faire baisser le prix de l'électricité parce qu'elle sera peut-être plus disponible, elle sera gérée de façon plus intelligente ou pas du tout? Bah, premièrement, le coût de l'électricité, je pense qu'il faut se faire une raison. Il n'est plus à 25 centimes, toutes taxes comprises, par kilowattheure, comme on le paye aujourd'hui en France, sous le bouclier tarifaire. Il est en moyenne en Europe actuellement à 31 centimes et il monte jusqu'à 60-70 centimes dans certaines capitales, l'Angleterre, à Londres, à Copenhague, à Amsterdam, on est déjà à ces niveaux-là. À ces niveaux-là, c'est évident que de la production photovoltaïque couplée à de la charge bidirectionnelle de véhicules dont le coût moyen est de 12-14 centimes est un gain économique majeur. Et donc, ça va nécessairement accélérer ce type de déploiement, d'abord sur du résidentiel et puis ensuite dans le cadre de communautés d'autoconsommation. Donc, moi, je pense que, on va dire, dans 4-5 ans, plus personne ne se posera la question de faire ce genre de choses et on en viendra à considérer l'énergie du réseau comme très chère parce que notre nucléaire est de moins en moins disponible et avec des moyens de production locaux qui sont beaucoup plus efficaces économiquement. La crise actuelle nous met devant le fait de cette évolution
et ne va faire qu'accélérer cette évolution. Mmh. Et c'est une bonne nouvelle pour le système énergétique parce que ça va nous ramener des électrons supplémentaires qui nous manquent cruellement pendant l'hiver. Et donc, je pense personnellement que c'est le renouvelable couplé au stockage qui va aider l'évolution des systèmes énergétiques demain, plus que des gros moyens de production centralisés. Ouais, parce que si je prends mon cas personnel là, à l'instant T, j'ai mon solaire, j'ai ma batterie, je suis en train de mettre le panneau intelligent. Pour moi, l'électricité, je suis en mode, free energy, quoi. Donc tu vas avoir une décorrélation totale entre des gens qui vont payer l'électricité très, très cher parce qu'ils l'achètent au réseau Ouais. et d'autres qui moi, je ne sais plus quoi en faire de l'électricité. C'est ça. Alors, il faut faire C'est attention, incroyable, hein. c'est pas de l'électricité gratuite parce que tu fais quand même l'investissement de ta batterie, de tes Certes, panneaux, etc. Donc, quand je dis un coût moyen d'électricité, c'est finalement le coût d'investissement moyenné sur l'intégralité des kilowattheures que tu produis pendant les 25 ans. bien sûr. Et donc, ça a quand même un coût. Oui, Jusqu'à présent, ce coût-là était plus haut que de l'électricité fournie sur le réseau, en gros, sur les marchés. Je dirais la crise actuelle a complètement inversé la tendance. Et donc, on va être dans une logique, je pense, inverse à terme, où on cherchera absolument à maximiser l'autoconsommation, ce qu'on peut produire localement, en particulier à partir du photovoltaïque. Et ensuite, on se posera la question du comment consommer intelligemment vis-à-vis du reste de ce qui vient dans le réseau, avec l'éolien, parce que l'éolien, c'est aussi de l'énergie renouvelable. Et je pense en laissant progressivement des moyens de production plus classiques comme le nucléaire pour de la consommation industrielle. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin de cette consommation de masse pour les grandes industries. Donc moi, je prédis qu'il va y avoir une séparation entre les usages plus domestiques autour de cette énergie distribuée et une reconcentration des moyens de production centralisés sur des usages industriels. C'est comme ça que je vois le système en 2040-2050. d'accord. Bah, écoute, j'espère qu'on sera là pour voir comment ça va se passer, que les évolutions dont on a parlé vont quand même se faire avant ce moment-là. Moi, je vois là les batteries, le stockage, il y a énormément de choses qui ont évolué en quelques mois. Mais bon, on va voir jusqu'à où ça ira et jusqu'à où tes prévisions, sont correctes. Donc pour en revenir au sujet de départ, la voiture électrique ne serait selon toi pas une menace pour le réseau, électrique et on peut continuer à rouler avec nos Tesla? Absolument. Au contraire, c'est un accélérateur pour l'intégration d'énergies renouvelables supplémentaires dans le système et c'est absolument nécessaire si on veut atteindre nos objectifs net zéro pour 2050. Donc, il faut y aller. Par contre, avec de la charge qui est optimisée, qui est intelligente et qui est bidirectionnelle. Mais on le voit avec nos Tesla, c'est quelque chose qui est plus de la science-fiction, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable avec les technologies actuelles. Pas encore la bidirectionnalité, mais ça va venir. OK. Écoute, merci beaucoup. Si vous avez apprécié cette interview, eh bien, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like. Mettez toutes vos questions et vos commentaires dans la section commentaires juste ici en dessous. Je les ferai passer à Laurent et puis on aura l'occasion de redébriefer encore sur ces sujets. On verra peut-être cet hiver comment ça se passe. Et puis on verra aussi avec l'arrivée du décibel comment on pourra intégrer toutes ces nouvelles possibilités de partage d'électricité, d'énergie renouvelable. En tout cas, c'est passionnant. Merci encore à toi d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir répondu à mes questions. Et j'espère qu'on pourra rediscuter très bientôt. Merci Jérémy, et j'espère le premier décibel en France avant la fin d'année. Mais écoute, on se tient au courant. Merci beaucoup. Bye.